Le livre que je tiens entre les mains, La peau sur la table, paru aux éditions Fayard à l'occasion de la rentrée littéraire, est-il ce qu'on peut appeler un roman générationnel? De fait, ce roman de Marion Messina, autrice en 2017 d'un livre très remarqué, Faux départ, raconte les itinéraires croisés de trois trentenaires, on va dire, de notre époque, dont le point commun est la précarité financière, le vide de sens professionnel et l'insatisfaction, voire le désespoir politique. Un livre très actuel donc, que l'on craint d'évoquer comme un objet politique en reléguant au second plan le projet littéraire qui le parcourt. Mais la littérature peut-elle s'affranchir de la vie, donc de la politique, et surtout ce type de littérature-là? Pour répondre à cette question et à d'autres, j'ai invité sur le plateau du Média Marion Messina. C'est un nouvel épisode de l'émission On s'autorise à penser sur le Média. Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous, hein. Bonjour Marion. Bonjour Marion Théophile. Messina. Je vais commencer par lire la 4e de couverture de La peau sur la table pour pitcher un peu le roman pour celles et ceux qui nous regardent, ok? Bon, je lis pas très bien. Mère célibataire, institutrice sous pression, Sabrina perd ses nerfs en classe et sent son destin basculer. Docteur en littérature comparée, Paul a renoncé à courir derrière des postes précaires à l'université pour devenir boucher dans un coin perdu d'Ardèche. C'est là qu'il fait la connaissance d'Aurélien, paysan que l'absurdité administrative et la ponction capitaliste poussent inexorablement vers la faillite. Autour d'eux, la France brûle. Le suicide spectaculaire d'un étudiant devant l'Assemblée nationale a provoqué une immense colère d'un bout à l'autre du pays. L'armée ne va pas tarder à entrer en scène. Le système est à bout de souffle, mais il tient bon et continue, vaille que vaille, de gérer un cheptel humain trop prompte à troquer la liberté contre l'illusion de la sécurité. Jusqu'à quand? Alors, on enregistre cette émission, Marion, quelques semaines après le meurtre de Thomas à Crépol, dans la Drôme, qui a donné lieu à des démonstrations inquiétantes de l'extrême droite. L'été dernier, c'était l'assassinat de Naël à Nanterre par un policier. Et dans ton livre, tout part du suicide d'un étudiant qui met le feu aux poudres. Le fait divers est romanesque depuis très longtemps. Mais devient-il foncièrement politique aussi, selon toi? Alors là, j'aurais du mal à répondre simplement. On a le... Bon, c'est formidable. Pour moi, le fait divers part toujours d'abord de quelque chose de psychique. Et ensuite, on peut rattacher le psychique au politique. Les choses pleinement politiques, je n'y crois pas. Je pense qu'il y a toujours une disposition d'esprit et ensuite, on voit que la disposition d'esprit a été préparée par des décennies de choix économiques, de choix stratégiques, voire même de choix urbanistiques. Mais le fait divers est avant tout un révélateur de l'état psychique d'une société, à mon sens. Quand, par exemple, des policiers ricanent en tirant sur un gamin, il y a de la politique, mais il y a avant tout, en fait, une disposition d'esprit. Mais dès lors que cette disposition d'esprit donc, est partagée, elle devient quelque chose de politique, puisqu'il y a une sorte de raccordement, de liaison entre différents cerveaux qui ont été eux-mêmes travaillés dont les affects ont été travaillés politiquement. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours une préparation et c'est sur cette étape que les choses nous échappent un peu. Mais je vois de plus en plus la politique comme la technique. La technique pure, quand elle s'implante, c'est déjà que les esprits sont prêts. Par exemple, des archéologues nous ont démontré que la machine à vapeur existait déjà du temps des Égyptiens. Et qu'en fait, même si cette innovation technologique est vieille de plusieurs milliers d'années, il a fallu arriver dans l'Europe des Lumières, ou en tout cas dans l'Europe moderne, pour que cette machine à vapeur trouve une utilité et là entame sa révolution. Et donc la politique, c'est la même chose. Je ne crois pas aux idées purement politiques. Je crois aux idées politiques qui arrivent une fois que les mentalités ont été préparées. Et là où j'ai conscience que j'essaye un peu de déterminer qui était là en premier, de l'œuf ou de la poule, c'est que les idées politiques prennent sur des esprits déjà préparés par la politique, mais encore par beaucoup d'autres choses, notamment aussi des évolutions matérielles. Et ces évolutions matérielles sont aussi préparées par des choix politiques. Donc tout ça est très complexe. Mais le fait divers actuellement, on peut très difficilement y couper si on a envie d'écrire quelque chose de réaliste ou de strictement contemporain. Actuellement, tous les faits divers contiennent absolument tout, à mon sens.
Alors, tu commences par mettre en scène, si on peut dire, de manière assez troublante, le suicide d'Enzo Brunet. Un suicide d'ailleurs qui est en direct, qui est publié, enfin qui est diffusé en direct sur les réseaux sociaux par la personne qui se suicide. Et cette personne se donne la mort, transgression peut-être pas suprême, mais transgression énorme quand même, en déclamant le Notre Père. C'est un choix qui est assez fort et qui donne un début de livre très troublant. Je lis, hein, Notre Père qui es aux cieux, sa gorge se disloque, que ton nom soit sanctifié. Il fait une pause pour frotter ses dents et faire rouler ses yeux. Que ton règne vienne, qu'il vienne vite, je t'en supplie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Il garde les paupières abattues, penche son torse sur la droite, se saisit d'un bidon et en déverse le contenu sur le dôme de sa tête. Voilà son baptême. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi Seigneur, car je ne pardonne pas. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. C'est là qu'il sort son zippo, celui de son père. Ils ont les mêmes initiales. Mais délivre-moi du mal. L'odeur monte assortie d'un grésillement insupportable. Pourquoi ce choix de procédé ? Je n'imaginais pas un jeune homme de 20 ans se donner la mort dans la souffrance sans se raccrocher à quelque chose. Et je dis bien d'ailleurs que le Notre Père, il l'a fait tatouer sur son avant-bras parce que c'est une prière qu'il ne connaît pas. Donc je me suis dit par défaut, un gamin de l'Ardèche qui choisit d'en finir avec la vie, s'il doit se raccrocher à quelque chose de spirituel au dernier moment, bon, le plus logique, c'est qu'il aille du côté du Notre Père, quoi. Je l'imagine pas réciter Om Shiva Om. Voilà. Mais il se le tatoue, c'est-à-dire que c'est donc un vide de sens spirituel préalable qui l'amène aussi à ce choix. Et peut-être qu'il l'amène à la mort. Oui, ou bien qui le précipite vers la mort. Oui, mais la question du vide spirituel est très présente dans le livre. Alors après, moi, je suis pas de l'avis de ceux qui m'expliqueraient que on serait moins en colère ou qu'on vivrait mieux nos vies si on était tous inscrits dans une tradition quelle qu'elle soit. Mais on va dire que dans une époque de chamboulement perpétuel, de mise à sac culturelle, il y a forcément une déperdition sur le plan religieux aussi. Il suffit de voir à quel point on regarde de travers ceux qui assument leur foi. Et donc, moi, je vais voir des personnages qui, a priori, sont les produits parfaits de leur époque, c'est-à-dire qu'ils sont insérés économiquement, mais pas trop. Ils ont tous fait des études. Hormis mes deux personnages en Ardèche, on devine que l'essentiel de la population habite en ville. Et j'ai voulu, en fait, aller vers des personnages qui, a priori, ne sont pas des marginaux, ne sont pas des militants politiques. Et donc, en fait, si je vais, pour le dire en langage internet, vers le normie de base d'aujourd'hui, je vais forcément vers quelqu'un d'agnostique, mais qui, au fond de lui-même, en souffre. Non pas parce qu'il lui manque de prier, si on prend la prière comme geste technique, mais parce qu'il lui manque quelque chose au-delà du physique auquel se raccrocher. En plus, et la quête spirituelle, aujourd'hui, il suffit quand même d'ouvrir un petit peu les yeux pour voir qu'elle est flagrante. Alors, je retiens que ton règne vienne, qu'il vienne vite, je t'en supplie, prononcé par Enzo. Pour la génération qui s'installe dans l'âge adulte dans la France d'aujourd'hui, la vie est-elle si terrible que seule une apocalypse personnelle ou globale est susceptible d'apparaître comme une délivrance? Là, il choisit sa propre apocalypse, il se donne la mort, il s'immole. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'insoutenable, de trop radicalement impossible à supporter dans notre société? Ce qui est insoutenable, c'est le sentiment d'enlisement. Pas tant le sentiment d'enlisement que l'enlisement tout seul, d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas une question d'insupportabilité, c'est une question de possibilité d'évolution. Donc, je m'explique. Moi, j'ai grandi, comme beaucoup de gamins de mon âge, avec le poncif. Tant que tu as un toit sur la tête et que le frigo est plein, tout va bien. Mais le problème, c'est qu'on voit que nos frigos sont pleins, mais qu'on est quand même encore, je crois, au monde, le premier pays consommateur d'antidépresseurs.
et qu'a priori, si les frigos sont pleins, que le réservoir d'essence est plein et qu'il y a un toit au-dessus de la tête, visiblement, ça ne nous permet pas d'éviter absolument les névropathologies, les psychopathologies, mais là, j'ai l'impression de parler presque comme un médecin légiste. Ce qui est le plus nocif pour l'être humain, c'est l'enlisement. Et en fait, une fois que des êtres humains massivement ont le sentiment d'être enlisés, c'est-à-dire que leur vote ne sera pas pris en compte, que la manifestation de leurs opinions ne sera pas prise en compte, que quelles que soient les stratégies mises en place, la réponse en face sera toujours la même, ce qui se passe, c'est la révolte. Même quand on sait qu'elle ne va pas être constructive et qu'elle va être réprimée. J'oserais pas le parallèle avec la population civile de Gaza, mais face aux bonnes âmes qui nous expliquent que tuer des gens, c'est mal, j'ai toujours envie de répondre, comment vous sentiriez-vous enfermé chez vous pendant 70 ans avec aucune perspective d'évolution ? Voilà, c'est de là que naît la violence. Et je ne suis pas là, moi, en tant que romancière, pour dire qu'elle est bonne ou pas bonne. Mais je suis obligée de noter que quand il y a l'enlisement, il y a forcément la révolte. Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux risquer sa vie à manifester sa colère et à essayer de faire bouger les lignes, plutôt que d'accepter l'enlisement, frigo plein ou pas, d'ailleurs. Bon, la violence dans ton livre commence par une violence contre soi, qui est le détonateur d'une violence politique par la suite. Alors, tu écris avec force détail, il y a de la description physique, mais on entre aussi dans la tête de tes personnages et dans le détail, hein, vraiment de manière précise. On suit le regard qu'ils portent sur la société, un regard souvent acéré, cruel, voire cynique. C'est pour cela que certains critiques littéraires t'ont comparé à Houellebecq. C'est un peu un poncif, hein, de la critique littéraire contemporaine de comparer les auteurs qui montent à Houellebecq. Mais toi, tu le prends bien ou mal ? Ni bien ni mal. Alors, j'avais compris que pour le premier roman, un lien se soit fait entre extension du domaine de la lutte et faux départ, mais c'est un lien qu'on n'a pas fait avec ce deuxième roman. Et ensuite, non, pour moi, c'est un truc de journaliste, c'est un truc que les éditeurs sont contents de mettre en avant, mais pour moi, ça me passe un petit peu au-dessus. Ouais, il est évident que Houellebecq a écrit des livres qui vont rester. Quelque part, il incarne aussi pour moi le contre-modèle aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que finalement, il est assez complaisant avec son époque, il embrasse aussi des choses de l'époque qui personnellement me dégoûtent, que ce soit, pour le dire vite, le racisme anti-arabe notamment. Enfin, je suis pas du tout à l'aise avec ça, mais sur le plan littéraire, il a écrit des livres qui vont rester. Et je crois que c'est surtout un truc d'éditeur et de journaliste que de vouloir prendre un premier roman et de l'associer à quelqu'un qui est, on va dire, la star de l'édition en France, quoi. Mais quelque part, la description avec des détails qui n'est pas forcément très contemporaine, parce qu'on vit une époque cinématographique et des séries télévisées. Donc, la description peut nous ennuyer et il faut avoir beaucoup de talent pour nous maintenir à lire alors qu'on décrit. Et justement, le caractère un peu cruel, cynique, satirique vient au secours de l'écrivain qui aime bien faire les descriptions, notamment pas tant d'écrire son personnage que d'écrire ce qu'il voit. Ouais. Et donc là, quelque part, il y a quand même quelque chose en commun. Mais c'est important pour toi quand même de prendre des archétypes et puis pas forcément de les décrire, mais de voir le monde à travers eux. Mais c'est important pour toi. Oui, c'est très important. Et puis pour en revenir à ce que tu pointes sur les descriptions, c'est que moi, je mets un point d'honneur à faire des descriptions. Alors après, je sais que ça correspond à l'époque, à nos manières de consommer, à nos manières de voir, mais je déteste dans un roman contemporain quand on veut me présenter un personnage, me dire c'est un connard en Stan Smith. En fait, je ne veux pas citer une marque, je ne veux pas décrire quelqu'un avec ses fringues. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de décrire la mimique au coin de la bouche, de décrire la manière de déglutir, la manière de toucher ses cheveux. Si on a l'œil, en réalité, on peut tout à fait catégoriser, si je m'autorise ce vilain mot, quelqu'un rien qu'à sa manière de tourner un stylo entre ses mains. Et c'est une forme presque d'artisanat littéraire que j'adore. Pouvoir faire ça. Et effectivement, coup, la mode va plus vers un truc un peu à la scénario, avec beaucoup de dialogues, des descriptions très brèves. Et j'ai quelque chose d'un peu de l'ancienne école là-dessus, quoi. Les descriptions de 5 pages sans dialogue m'ont jamais fait peur. C'est plutôt les dialogues qui m'emmerdent, d'ailleurs. Passe-moi le sel, ça m'intéresse pas. Et je suis très attachée à ça, ouais. Je n'écris que pour les personnages, finalement. C'est presque le reste
est presque un prétexte pour que je puisse faire vivre des personnes. Bah, du coup, en fait, on redoute de te côtoyer parce qu'on a peur de voir un de nos tics. Vous avez raison, vous êtes tous dans la merde. On a peur de voir un de nos tics ressurgir dans la description d'un personnage qui peut être pas ridiculisé, parce que c'est pas une question. Ils sont pas ridicules, les personnages, mais disons croqués. Ouais. Tes 3 personnages dont les destins se croisent ont un rapport problématique au travail. Un travail vidé de son sens, et ils décrochent de ce travail. Sabrina, la mère célibataire, elle a transgressé un tabou, d'ailleurs comme Enzo, et elle a agressé un enfant handicapé. Et on ne sait pas à qui elle en veut le plus, aux enfants, aux parents, au système éducatif. Mais toi, tu ne lui en veux pas beaucoup d'avoir commis cette transgression. Et surtout, tu décris avec férocité les 2 premiers groupes, c'est-à-dire les élèves et les parents. Par exemple, les élèves, tu dis, ils sont infoutus de persévérer, ils se croient méprisés quand ils ne comprennent pas tout de suite. Leurs parents se disent offensés par une mauvaise évaluation. Ils réagissent à la manière de divas irascibles à la moindre critique de leur enfant. Au moment d'entamer une découverte, les élèves demandent à quoi cela va servir. Ils connaissent le prix de chaque chose. Ils sont prêts pour la violence, formés pour la concurrence, façonnés par la langue d'Internet. Ils redoutent plus que tout le racisme, mais ont assimilé la loi de la jungle. Ils rêvent d'être millionnaires par le sport, le cinéma, la télé-réalité, l'art conventionnel ou la start-up. Et ça, c'est pour les enfants, hein. C'est pas très gentil. J'écris pas pour être sympa. Hein. Les parents, cadres relégués dans des quartiers frôlant le périphérique, lui reprochent le manque de pédagogie alternative aux profs. Donc, ils n'ont à la bouche que Montessori, dont ils ne connaissent que les alphabets rugueux et les images séquentielles. Heureux de se délester de leur mioche, bambins surstimulés dès le stade fœtal par des procréateurs compétitifs et hargneux, il ne manque pas de comparer l'école à un système carcéral, tout en concoctant à leur lardon des agendas de ministres. Ces semi-éduqués, second couteau de boîte de communication ou de publicité, ne cachent pas leur mépris pour Sabrina, qui a enduré le même nombre d'années d'études qu'eux. Ils la considèrent comme une nourrice que l'État met à leur disposition et entretiennent avec elle un rapport de client insatisfait. Alors, tu critiques les enfants, c'est pas très politiquement correct. Les parents, ça l'est plus, mais en gros, c'est le système capitaliste quand même. Oui, absolument. Et la manière dont il nous ronge que tu mets en avant. Bah alors, tu disais qu'il fallait pas trop m'approcher parce que j'avais tendance à croquer les gens. Je te raconte pas le nombre de parents bobos de Seine-Saint-Denis qui se trouvent dans ces pages. Hein. Effectivement, l'école n'est pas un lieu de transmission du savoir actuellement. C'est l'occasion pour les classes supérieures de monitorer, comme je le dis, leurs enfants pour qu'ils puissent rejoindre ensuite leurs parents. Sachant que nous vivons dans un système économique où les places sont de plus en plus rares et où la situation est de plus en plus tendue. Et d'ailleurs, je dis bien que quand Sabrina a affaire avec les parents pauvres, pour le dire vite, elle ne rencontre aucun problème. Il y a quand même un respect du professeur, un respect de la transmission. Elle n'a aucun problème avec les enfants des femmes de ménage, mais c'est effectivement avec les enfants des seconds couteaux de boîte de communication qu'elle rencontre le plus de problèmes. Parce que, pour elle, il y a eu un nombre d'études qui a été validé. Elle aspirait à être prof, elle aspirait à occuper la position qui est la sienne. Et finalement, des enfants gâtés de la société de consommation viennent lui expliquer comment elle doit faire son travail parce qu'ils attendent d'elle qu'elle agisse vis-à-vis d'eux comme un prestataire de service. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'école à l'américaine. Et bon, là, on est en région parisienne, donc on peut l'observer de près, mais il y a dans les faits une compétition qui commence. Je le dis de manière vaguement caricaturale dans le livre, dès le stade fœtal, mais on n'en est pas loin. Quand votre enfant, à peine il est né, vous voyez des parents qui le couchent avec de la musique classique, qui lui font faire des ateliers d'éveil musical du nourrisson ou des massages shiatsu et des petits pots bio à un prix démentiel que ne peuvent évidemment pas se payer les classes populaires, il y a déjà en réalité une envie de rentabiliser le gamin. Surtout quand, pour des raisons matérielles, on arrive dans les faits de plus en plus dans les métropoles à une politique de l'enfant unique. Donc on fait moins d'enfants que jadis, ça c'est un fait, mais il faut que cet enfant, quelque part, soit un investissement optimisé. Voilà. Et donc, forcément, tout ça rejaillit sur l'école et ça pèse sur la santé mentale d'une
d'une instruite issue des milieux populaires qui elle-même a eu un rapport, je dirais, privilégié avec l'école, avec des parents qui auraient préféré lui en coller une que la laisser dire du mal de son professeur. Et donc, voilà, et en plus, il y a la séparation avec le père de sa fille qui commence à se détourner d'elle, il y a tout un ensemble de choses. Et on lui met dans les pattes aussi un enfant qui est littéralement ingérable, même s'il n'est pas méchant. Et arrive un moment où il y a effectivement un geste de violence qui lui échappe. Et encore une fois, j'écris avec beaucoup d'amour pour mes personnages. Donc évidemment qu'en soi, frapper un gamin, c'est pas bien, mais je ne peux pas me mettre du côté des juges. Enfin, je peux pas écrire en étant du côté des juges, ça m'intéresse pas. Tout cela dit, ne serais-tu pas un peu réac, Marion? Parce que on en arrive là, c'est-à-dire finalement, tu n'es pas progressiste. Je veux dire, la manière d'agencer les personnages, le discours qui ressort de ton livre, c'est un discours finalement très réservé par rapport au progressisme tel qu'il parcourt notre société, avec les impasses qu'il peut aussi forger. Le discours progressiste mainstream, en tout cas, c'est pas pour toi. Je sais pas, non, mais pour le coup, c'est vraiment des questions que je me pose pas, parce que progressisme, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Est-ce qu'il faut que les individus vivent leur vie de manière épanouie, s'émancipent, d'atavisme malsain? Oui. Dès qu'on essaye d'utiliser le progressisme pour forcer des gens à bosser le dimanche pour être payés 6,50 € de l'heure, quand c'est pour commencer à critiquer la religion des gens, quand c'est pour commencer à s'immiscer dans la conscience des gens, pour faire en sorte que finalement tout rentre dans le même moule, je me permets d'être critique, oui. Et puis si tu veux, l'idée même de progrès d'un point de vue technique, c'est ce qui fait qu'on peut être à même de dégainer un QR code pour traverser la rue. Donc c'est des choses dont je préfère me méfier. Oui, non mais tout à fait. Alors après, réac... il suffirait de connaître un petit peu ma vie pour voir que je suis pas vraiment un parangon de vertu. Mais non, c'est des étiquettes progressistes, anti-progressistes, je sais pas vraiment ce qu'elles veulent dire. Et en tout cas, je veux être libre d'écrire, quitte à ce qu'on me fasse, quitte à ce qu'on me pose cette question. Je veux être libre d'écrire ce que je veux. Et après, les gens l'interprètent bien comme ils le veulent, ouais. Alors, il y a une forme de description de l'élite politique qui gouverne la France qui est très froide. Ça m'a fait penser d'ailleurs à la présidente, parce que le président de la France est une présidente dans ton livre, et ça m'a fait penser à la présidente de la France qu'on voit dans la série Baron Noir. Ouais, tout à fait. Elle est froide, elle est dure, et elle est contrôlée et contrôlante. Certains diront que ta description de cette élite politique est caricaturale, parce que Enzo Brunet, le prolo, est mort d'avoir été exploité sexuellement par des enfants de bourgeois que le pouvoir veut protéger à tout prix. Sa vie a été en quelque sorte mangée de manière quasiment anthropophage par la bourgeoisie. Peut-être qu'il lui fait payer le prix d'avoir voulu changer de classe, ou en tout cas d'avoir voulu s'approcher de ses rêves. Quelque part, la séparation entre le « eux » et le « nous » que tu instaures, on va dire, elle est très gilet jaune, selon moi. Ah oui, un peu de ça. C'est-à-dire que dans l'air du temps que nous respirons, je trouve que c'est très gilet jaune. Oui, mais alors tu vois, là où c'est curieux, c'est que je ne le dis pas du point de vue du gilet jaune, je le dis du côté plutôt de tous les Parisiens que j'ai entendus pendant les gilets jaunes, qui établissaient une différence entre eux et nous, mais du bon côté de la barrière. Mais les gilets jaunes ont réagi en créant un eux et nous... peut-être symétrique ou à front renversé, mais qui ne rendait pas non plus justice à la bourgeoisie parisienne. Oui, mais les deux existent. Alors les deux sont parents, mais je ne pourrais pas te dire que ce soit dans le journalisme, dans l'édition, dans d'autres milieux un peu culturels, le nombre de personnes que j'ai entendues me parler des Gilets jaunes en disant « Ah, ils ne sont pas comme nous ». Là, il y a un divorce, on n'a rien à voir avec ces ploucs. Et à l'inverse, effectivement, tu as, on va dire, une France des villes moyennes, une France des zones périphériques qui va te dire le citadin, le Parisien, c'est pas nous. En fait, quelque part, peu m'importe de savoir qui a commencé, c'est que je pense que c'est vraiment comme ça que c'est vécu. Il y a des gens qui pensent presque qu'une partition territoriale serait une option, parce qu'il y a des gens sur un même territoire, mais pas dans un même pays, et qui peuvent tout à fait vivre en se tournant le dos.
Et là où en fait mon livre vient un petit peu casser ça, c'est qu'on a des Ardéchois qui montent à la capitale parce qu'eux aussi n'en peuvent plus. Enfin, et ils peuvent croiser la route d'une institutrice qui a été élevée à Meaux avant de s'installer à Paris. Tout ça est très ambigu. Moi, je ne valide pas, on va dire, le discours du divorce national ou de la partition, mais si ce discours existe, c'est qu'il révèle des choses, ne serait-ce que d'un point de vue psychique. Donc, je prête l'oreille. Alors, ton livre est aussi celui d'une génération déclassée, mais aussi auto-déclassée, à l'image de Paul, le bourgeois parisien qui se fait prolo, bouché dans un coin perdu de l'Ardèche. Est-ce que Paul est un archétype de notre époque? Est-ce qu'il est un point d'interrogation? Parce qu'en réalité, on ne comprend pas pourquoi il s'auto-déclasse. En tout cas, moi, je ne comprends pas pourquoi il s'auto-déclasse. Et de fait, c'est quelque chose qui parcourt les magazines, peut-être pas les revues de sociologie pour l'instant, mais cet autodéclassement que tu as voulu décrire, tu l'as observé. Oui. Alors, il y a quelqu'un que j'avais croisé quand je travaillais dans la grande distribution il y a déjà 10 ans. Et son parcours m'avait beaucoup marqué parce qu'il était étudiant en M2 d'histoire. Je crois qu'il avait déjà la certitude d'avoir validé son année. Et il attendait les résultats du CAPES. Et avant même d'avoir eu les résultats du CAPES d'histoire, alors c'était peut-être un sabotage auquel j'assistais, mais il m'a dit je suis vraiment pas sûre de vouloir être prof, de faire ce boulot, de m'infliger ça, et quelque part je fais de la mise en rayon, à 4h du matin je suis seule dans mon rayon, personne vient m'emmerder, j'aurai mon 13e mois, et il y avait presque dans son discours quelque chose du c'est tellement compliqué d'être prof que je préfère encore aligner les conserves à 4h du matin avec ma musique dans les oreilles. Et c'est quelque chose qui est resté dans mon esprit. Il y a eu d'autres figures comme ça que j'ai croisées, et effectivement ce sont des parcours révélateurs, comme tu dis, d'un autodéclassement. Donc c'est encore une chose sur laquelle on ne s'est pas tout à fait penché. Ça ne correspond pas du tout au cliché du citadin qui fait une rupture conventionnelle avec son employeur et qui a de quoi se payer une maison avec piscine dans la Drôme provençale. Hein. C'est pas ça du tout. Mais c'est ce que je disais en amont de la rencontre, quand il y a un enlisement, il y a une violence. Donc, à la fin du livre, c'est une violence qui se retourne contre l'État et qui est matée, mais c'est aussi une violence qu'on peut retourner contre soi. Et Paul, justement, il a le sentiment d'enlisement. Il a validé sa thèse, il essaye de trouver du boulot à la fac, il passe moi-même je ne sais plus combien d'entretiens, il se rend compte que quand il essaye de se présenter aux entretiens pour avoir un poste à la fac, les offres d'emploi sont, comme on dit dans le jargon, fléchées, c'est-à-dire que à l'UFR de lettres de Rennes, on veut recruter le doctorant local, mais on ne peut pas l'assumer, donc on va faire une offre d'emploi pour dire on recherche un chargé de cours spécialiste de la littérature hongroise entre 1922 et 1923, donc au bonheur, ça correspond au doctorant du coin. Et en fait, lui, il a le sentiment que rien ne va bouger. Et parce que rien ne va bouger, il préfère encore prendre ses affaires et se tirer à 800 km de Paris et faire ce qu'il trouve. Et c'est une violence qu'il s'administre, mais ce n'est pas un cas isolé. Donc peut-être qu'on peut avoir du mal à le comprendre, mais faisons le pari qu'il y en aura de plus en plus et qu'on comprendra, qu'on le comprendra. Il faut aussi voir que sa vie personnelle est un désastre et que il est à l'étroit, disons, en tout cas pas bien, avec les codes bourgeois de sa famille. Oui, tout à fait. Il est issu d'un milieu bourgeois et c'est un milieu qui ne le comprend pas et qu'il ne comprend pas non plus, parce qu'il a quand même gardé de la bourgeoisie le capital culturel. Donc il a été élevé dans une maison où on lui faisait lire des nouvelles de Balzac à 10 ans, où il y avait des livres reliés chez la grand-mère, où il y avait une belle table... de la bonne chair, et puis à partir du moment où il a commencé à travailler, il s'est rendu compte qu'il n'avait absolument rien à dire à des gens, et c'est pas tout à fait de leur faute, mais qui ne peuvent strictement rien comprendre aux galères de leurs gamins, que ce soit sur le plan affectif, amoureux, sexuel, universitaire, professionnel. Et là, en fait, où le personnage de Paul n'est pas facile à saisir, c'est que lui-même, il ne se saisit pas tout à fait. Il est quand même un produit de la bourgeoisie, il adore les livres, il est un peu sauvage. Quand il va bosser en Ardèche, il est très poli avec ses collègues, mais fatalement, il s'ennuie aussi un petit peu avec eux. Son meilleur copain, c'est un paysan, mais qui est complètement atypique et qui, de toute façon, est dans une logique de survie au quotidien.
Et c'est quelqu'un de terriblement seul. Mais Paul, c'est le personnage dont j'avais besoin pour dire que nous sommes très nombreux à être vraiment au bord du précipice. Même quand toutes les apparences sont pour nous, même quand nos parents ont tout fait pour qu'on se sente bien, il y a un danger psychique ou même psychiatrique qui nous guette tous parce que on a tous déjà la moitié du pied dans le précipice. Et c'est pas, et si on est un enfant de la bourgeoisie, il est évident que c'est pas les parents qui peuvent comprendre ça. Alors, est-ce que Aurélien, l'agriculteur, est-ce que ce n'est pas finalement, si on veut adopter une grille de lecture marxiste, est-ce que ce n'est pas lui le lumpenprolétariat dans ton livre, dans la mesure où les conditions matérielles de son existence font que la révolte lui semble impossible, et même à la fin du livre, il veut rentrer dans le rang après tout ce qu'il a vu, après tout ce qu'il a, même s'il n'y parviendra pas, on se l'imagine. Est-ce que c'est pas finalement celui qui est arrivé à un tel stade qu'il n'est plus possible pour lui de faire autre chose que rester dans les clous qui ont été tracés, tellement la bureaucratie, notamment la bureaucratie européenne, lui ont tracé un sillon? Bah oui, on parle d'enlisement, on parle de violence contre les autres, ou en tout cas contre les structures et contre soi-même. Dans le milieu paysan, c'est flagrant. C'est quand même un paysan qui se suicide tous les 2 jours parce que la situation est telle qu'il n'y a absolument aucune marge de manœuvre pour changer. Donc quand vous vous êtes lancé dans l'agriculture conventionnelle, parce qu'en fait on est aux médias, on veut soutenir l'agriculture paysanne, tout ça. Et en fait, il ne faut jamais malheureusement oublier que le plus gros de ce qui se fait aujourd'hui dans les campagnes, c'est de l'agriculture conventionnelle. Et quand on est lancé en agriculture conventionnelle, en fait, on ne peut, à moins d'être vraiment très bien conseillé, d'avoir une petite surface, d'avoir des compétences techniques et d'avoir aussi un conjoint avec une paye fixe qui permet de rattraper un petit peu sur le plan financier, quand a priori on est pleinement lancé dans l'agriculture conventionnelle, on ne fait pas marche arrière. Et donc à ce moment-là, on est pris à la gorge par le crédit. On est pris à la gorge par le crédit. Moi, j'ai vu des gens se lancer en agriculture conventionnelle pour reprendre la ferme de leurs parents. Ils voulaient déjà reprendre des fermes immenses. Et pour avoir l'accord de la Chambre d'agriculture, il fallait fatalement reprendre la ferme de ses parents en disant que le projet, c'était d'avoir plus de bêtes, plus de terres, un nouveau bâtiment, des nouveaux agroéquipements. Et en fait, moi, j'ai vu des gens commencer leur activité d'agriculteur à 25 ans avec des crédits de 400 000 balles sur le dos. Donc, c'est peut-être un petit peu une confirmation des thèses de Marx à l'époque. Je pense qu'il n'y a pas plus acculé que le milieu agricole et il ne peut pas y avoir plus anti-révolutionnaire et plus anti-émeutier que le milieu agricole. Mais c'est bon, rien que ça mériterait une émission parce que c'est un milieu très particulier. Il a été travaillé, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, il a été travaillé par des idéologues dont le projet politique éclate désormais pour nous tous. Oui, mais il ne faut jamais en fait perdre de vue, tu le pointes très bien, que ce que nous connaissons aujourd'hui en Europe est en réalité la résultante d'une colonisation de l'Europe occidentale par les États-Unis d'Amérique au sortir de la Seconde Guerre mondiale. S'il n'y a pas l'argent du plan Marshall, la société européenne aujourd'hui n'est pas celle qu'elle est devenue. Nous sommes en réalité de plein pied d'anciens colons devenus décolonisés. Mais c'est dans le même temps, parce que et en même temps, oui, bien sûr. Son empire colonial qu'on devient soi-même une colonie, et avec toutes les névroses que ça peut introduire et la haine de soi aussi, ça peut introduire la haine de soi à travers nous, ce qu'on est devenu, et la haine de soi à travers notre prochain qui est devenu notre compatriote et qui était hier celui que l'on dominait. Alors, la pause sur la table, c'est aussi l'histoire d'une grande défaite politique, voire d'une impossibilité de gagner pour un mouvement populaire à une époque de surpuissance de la surveillance de masse et une époque du Covid, car tout se calme via le confinement, mais aussi à une époque d'anéantissement de l'autre via le langage. À cet égard, le discours de la présidente de la France qui met en quelque sorte un terme à la révolte, il m'a frappé, c'est page 221, en tout cas dans ma version, parce que j'ai la version non commerciale. Elle dit, donc, elle parle après l'hymne à la joie. L'hymne à la joie, c'est un petit clin d'œil à la prise de pouvoir de Macron, son premier discours où il y a l'hymne à la joie.
Elle dit: chers compatriotes, citoyennes, citoyens, aujourd'hui la France a essuyé la plus grande menace fasciste déployée sur son territoire depuis 1934, un rassemblement de groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche, sans autre revendication, sans autres ambitions que celle de renverser l'ordre et la sécurité de notre pays et de son gouvernement, a entrepris un coup d'État qui a fait trembler la République. Ces hommes et ces femmes ont envahi les Champs-Élysées, se livrant au saccage, au pillage, au viol et aux exactions les plus barbares. Mais la République est forte, généreuse avec les faibles. Elle sait se montrer dure avec ses opposants, ceux qui désirent envoyer la France dans les heures les plus sombres de notre histoire. À ceux qui entendent faire plonger la France dans les temps de la peur, du racisme, de l'antisémitisme, de l'homophobie, de la haine de l'autre, nous répondrons ceci: nous mettrons tout en œuvre pour vous détruire. On pense un peu au discours de George W. Bush après le 11 septembre. On pense aussi quand même au discours ambiant du pouvoir pendant la crise des Gilets jaunes. Oui, absolument. Et on peut même penser aux médias aujourd'hui où... finalement, on a le sentiment que l'homme à abattre n'est plus Jean-Marie Le Pen devenu Marine Le Pen, mais Jean-Luc Mélenchon. Voilà, donc... Et c'est la construction d'une sorte de discours, automatique, très stigmatisant, oui, mais avec très peu de nuances et de justification et d'explication de sa cohérence. C'est-à-dire, c'est des mots qu'on met: antisémitisme, racisme, homophobie, extrême gauche, extrême droite, on mélange tout et le sens disparaît. Absolument. En revanche, le caractère autoritaire du langage, il perce, quoi. Ouais. Mais le caractère autoritaire du centrisme, c'est quelque chose qui me fascine. Alors, non pas que tuer quelqu'un au nom d'une idéologie, ce soit bon, mais le centriste est par définition celui qui pense qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée, et qu'il faut constamment adapter sa politique au réel, et le réel est déterminé par des chiffres. Donc en fait, le centriste, c'est le gestionnaire qui pense que tuer des gens pour rentrer dans les chiffres est une bonne solution, puisqu'il s'agit de gérer non pas une société, des êtres humains et des affects, mais en fait de rentrer dans les clous. Bon, l'histoire nous a montré qu'il y avait des autoritarismes de droite et des autoritarismes de gauche, mais par essence, c'est le centrisme qui est le plus autoritaire. Et avec quelqu'un comme Macron, on le voit très bien. Moi, je porte pas du tout Sarkozy dans mon cœur, mais je suis convaincue que la crise des Gilets jaunes par Sarkozy, ça ne s'envenime pas comme ça. Ne serait-ce que parce que le type a une faculté à descendre dans la rue, serrer les mains, feindre la bonhomie, attirer la sympathie, certes des gens dont il attire la sympathie, mais Macron donne vraiment cette impression d'être un cyborg, d'être vraiment un gestionnaire, d'être quelqu'un qui regarde les chiffres et qui prend les décisions en fonction des chiffres. Et je pense que c'est ce qui peut arriver de pire à une société, de complètement couper le facteur humain, d'être incapable de jouer sur la sympathie, d'être... dans l'incapacité complète de comprendre les gens, être dénué d'empathie, là, vous avez vraiment la pire politique possible. Les chiffres économiques, mais aussi les chiffres des sondages. Et cette gouvernance via les chiffres et le centre, on la voit très bien avec la guerre au Proche-Orient. Macron qui a un comportement absolument erratique, qui ne peut s'expliquer que par un opportunisme lié à, justement au calcul de la meilleure solution en fonction de data, en fait. Exactement, mais c'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, quand par exemple il a entamé sa carrière aux plus hautes fonctions de l'État, comme on dit, on sentait qu'il avait quelque chose d'un peu anglo-saxon dans sa manière de ne pas rejeter l'idée de communauté, de ne pas cibler les musulmans. Il était quand même sur une ligne assez anglo-saxonne. Et puis dès que le vent tourne, là, il commence à nous ressortir un peu les vieux discours républicains, à vouloir remettre des débats sur la longueur des jupes ou des gilets, enfin des choses dont on ne peut absolument rien avoir à foutre. Et c'est ça aussi, le pouvoir technocrate du centre, c'est qu'il peut très bien, en janvier, vous dire... la République reconnaît toutes les communautés, et puis 6 mois après, pour plaire, on va le dire à l'électorat laïcard boomer, histoire d'être un peu caricatural, mais là, il peut très bien revenir sur un discours de roman national identitaire. Enfin voilà, on ne sait pas vraiment ce que pensent ces gens, on ne sait pas à quoi s'en tenir avec eux, et c'est ce qui est le plus perturbant. Et c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'idées. Et du coup, on a l'impression d'être gouverné par une intelligence. Ils n'ont que des chiffres, ils n'ont pas d'idées. Et
se pose ensuite la question de quels chiffres, comment obtiennent-ils les chiffres, comment les interprètent-ils, puisqu'il y a 1000 manières d'interpréter les chiffres, et que veulent-ils? Des fois, ça donne l'impression d'être gouverné par une intelligence artificielle. Ouais. Et c'est très angoissant. Alors, quelle a été la réaction médiatique à ton roman? Qui a aimé, qui a détesté? Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, bah alors ça, j'ai déjà oublié. Alors, ça m'a... Alors là, je m'enterre vivante aux médias. Je sais qu'au JDD, ils avaient adoré. C'est bizarre. Je Ah, sais c'est que bizarre, c'était hein. réac. Aux Travailleurs Alpins, le journal du PCF de l'Isère, ils ont beaucoup aimé. Voilà, je reste une Iséroise qui aime bien plaire aux Isérois. Qui n'avait pas aimé? Mais ça, je pourrais pas te le dire parce qu'en fait, il y a tellement peu de place accordée à la littérature que quand quelque chose déplaît, tout simplement, on n'en parle pas. Donc, je pourrais te dire que... je sais même pas. Là, je sais pas Est-ce que trop. la critique littéraire a diminué de volume avec la crise de la presse? Ah oui, oui, oui. Vue d'un auteur. Oui, oui. Non, mais en fait, mon premier bouquin est sorti en 2017. Donc, celui-ci est sorti en 2023. Et j'ai senti un raidissement général. Il y a beaucoup moins de place qui est accordée à la littérature, sachant que c'était déjà pas la panacée à la fin des années 2010. Mais le comportement même des acheteurs, pour parler un peu vulgairement, a changé. C'est-à-dire qu'on voit que les gens ont beaucoup moins d'argent, que mettre 20 balles dans un livre neuf, c'est quelque chose qui fait grincer des dents. Quand tu vas en salon du livre, tu vois très bien que c'est pas évident. Et puis oui, je pense que de toute façon, il y a un effet naturel de surproduction, de mise en concurrence. Enfin voilà, c'est très difficile de faire en sorte qu'un livre existe. Dans le traitement des médias, je dirais qu'il y a de moins en moins de place. Et puis, j'ai conscience d'avoir écrit quelque chose d'un peu ovniesque. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas un brûlot politique, ce n'est pas un livre politique. Moi, je m'attache surtout à mes personnages. Et ensuite, mes personnages évoluent dans un contexte politique qui est excessif. Mais je n'ai pas écrit à proprement parler un roman politique. Si moi-même, je devais qualifier mon travail, je parlerais avant tout de roman psychologique, puisque je viens voir des personnes qui n'en peuvent plus. En même temps, voilà, c'est pas le livre qui coche toutes les cases de la gauche. Je suis très ironique, justement, quand avant d'envoyer l'armée écraser les gens, la présidente prend le soin de parler de manière inclusive. C'est clairement pas un livre de droite non plus. Il est inclassable et donc c'est pas évident d'en parler. Ouais. Merci beaucoup Marion Messina, autrice de La peau sur la table aux éditions Fayard. Merci à vous de nous avoir regardés sur le canal 350 de la Freebox, sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet. Le média, votre média, ne peut vivre et se développer que grâce à vous. Pour nous soutenir par un abonnement, un don mensualisé ou ponctuel, rendez-vous sur lemediatv.fr/soutien. Quant à moi, je vous dis à plus.